On va attendre quelques minutes pour que les retardataires nous rejoignent. Eh bien, bienvenue. Nous allons donner encore quelques minutes aux personnes pour nous rejoindre. Bien. Dois-je commencer ou bien on attend encore quelques minutes? Eh bien, je crois que puisque le temps nous est compté, nous allons commencer incessamment. Vous voyez sur l'écran, nous avons notre première diapositive de notre présentation, mais en bas à droite, vous avez un code QR. Si vous avez besoin des diapositives en avance, vous pouvez scanner ce code en bas à droite et ça vous amènera aux diapositives. Ces diapositives ne sont pas encore traduites, je m'en excuse, mais j'espère qu'on pourra vous envoyer une version traduite euh, en janvier. Donc, je vais commencer brièvement des fonctions d'accessibilité que nous avons pour ce webinaire. D'abord, nous avons le code QR pour la présentation sur l'écran. La présentation n'existe qu'en anglais. Je veux vous expliquer les fonctions d'accessibilité. Si vous le voulez, vous pouvez choisir audio français. Vous pouvez aussi choisir langage des signes américain ou langage des signes québécois pour ceci. Et pour ce faire, vous cliquez sur les trois petits boutons en bas de votre écran et vous verrez ensuite interprétation ou bien vous avez du langage intégré. Et si vous avez des questions avec votre webinaire, veuillez utiliser la boîte de clavardage plutôt que la fonction de fois en question plutôt que la boîte de clavardage. Donc, si vous avez des questions techniques, mettez ça dans la foire en question et vous pourrez aussi poser vos questions dans la foire en question. Enfin, si vous voulez, si vous déconnectez, utilisez le même lien pour vous rebrancher. Si vous avez besoin d'autres aides techniques, dites-le à Amine dans la foire en question. Donc, allez, on va commencer. Donc bienvenue à notre webinaire, c'est-à-dire renforcer le climat de résilience. Je suis Jasmine, je suis de la corporation de recherche et démonstration. Et je vais vous décrire mon organisation dans quelques instants. Je veux d'abord vous dire que c'est avec gratitude et respect que et donc on commence à rendre hommage aux peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons, d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de toutes les Inuits et Métis et Premières Nations qui considèrent cette terre comme leur foyer. Notre reconnaissance est une vérité, est une contribution modeste mais importante à l'honneur et au respect des histoires, des cultures diverses et des peuples autochtones du Canada. Nous reconnaissons également les structures coloniales et leur impact continu sur l'ensemble de notre travail. Et à droite, vous avez une carte de l'Amérique du Nord qui provient du site numérique de Digital Land, qui est une ressource importante si vous voulez en savoir davantage sur les traités ou bien sur les terres sur lesquelles vous habitez. Une autre note, on peut aussi vous dire que nous adoptons que l'accessibilité est un processus d'apprentissage. Et nous ne prétendons pas être parfaits, et ce n'est pas toujours possible d'être parfait. Donc, nous sommes très ouverts à votre rétroaction et sachez que c'est un processus d'apprentissage et nous utilisons et adoptons une approche centrée sur la personne lorsque nous abordons les questions liées aux personnes handicapées, mais nous voulons aussi dire que la langue est un outil très puissant et ça change la perception et l'expérience des gens. Donc, on utilise souvent les préférences linguistiques, mais certaines communautés préfèrent d'autres façons et on va peut-être euh, faire ce que les communautés souhaitent faire le plus.
Bien, donc après tout ceci, je voudrais vous présenter notre ordre du jour. Nous avons eu notre bienvenue. Je vous parler de nos objectifs du webinaire aujourd'hui. Je vais vous donner aussi un aperçu du projet et nos équipes vont vous partager certains des détails du projet. Ensuite, on va parler du comité consultatif. Ensuite, certains membres de notre comité consultatif vont prendre la parole aujourd'hui. Et si on a le temps, on va vous donner plus d'informations sur l'échéancier et comment vous pouvez nous aider. Donc, l'objectif du webinaire, c'est notre webinaire de lancement. On a commencé ce projet en avril 2025 et on a fait beaucoup de travail en coulisses, mais aujourd'hui, nous voulons vous présenter le projet et son objectif, y compris notre champ d'action et notre calendrier. Nous voulons sensibiliser et favoriser une compréhension commune, expliquer les concepts clés et les cadres de recherche directeurs. Et c'est vraiment ça commence à commencer à impliquer la communauté. On demande aux participants de partager leurs expériences vécues, les inviter à donner leur avis. Aussi, on met en avant le partenariat et les acteurs clés et comment nous prévoyons renforcer les capacités et de mettre en avant les rôles des organisations partenaires. Donc, rapidement, nos partenaires, donc je suis de SRDC et nous sommes un organisme de recherche à but non lucratif créé spécialement pour développer, tester sur le terrain, évaluer rigoureusement de nouveaux programmes. Les deux autres programmes partenaires sont Eviance, qui est un organisme de recherche dirigé par des personnes handicapées qui se consacre à faire progresser les questions liées au handicap en accordant la priorité à la diversité des connaissances. Et enfin, de la Croix-Rouge canadienne est aussi un partenaire de ce projet. Je pense que vous connaissez tous la Croix-Rouge canadienne. Il se consacre à aider les personnes et les communautés au Canada et dans le monde en cas de besoin et à soutenir dans le renforcement de leur résilience. Maintenant, je voudrais donner la parole à nos membres d'équipe pour nous parler des valeurs du projet. Eh bien, merci Jasmine. Bonjour tout le monde. Allez, on passe à la diapositive suivante. Je suis Fran, fais partie de l'équipe de la SRDC et je vais vous présenter donc les valeurs. Notre, nous fondons notre travail dans quatre valeurs fondamentales et je ne vais pas préciser toutes les valeurs ici, mais comme résumé, nos valeurs représentent un engagement forcé sur une communauté qui, qui veut promouvoir les droits de la personne et la justice pour les handicapés et aussi encourager la réflexion. Notre projet de recherche aussi porte sur la collaboration, la co-création et bâtir des capacités de la communauté. Aussi, on veut avoir des expériences diverses avec des gens handicapés et aussi reconnaître les personnes handicapées comme des experts dans leur expérience et ces questions reliées au climat et ces valeurs de projet reflètent les objectifs du programme avec les valeurs de nos partenaires et de SRDC, donc Eviance et la Croix-Rouge canadienne partagent aussi. Et voilà nos valeurs. Et maintenant, je donne la parole à Jasmine pour présenter l'aperçu, pour nous donner un aperçu du projet. Eh bien, merci. Donc maintenant, brièvement, le projet qui comprend des objectifs et donc la toile de fond. Donc, comme je l'ai dit, on a commencé en avril 2025 et c'est un projet sur 3 ans qui est financé par Normes d'accessibilité Canada. Nous avons une approche de cas par cas axée sur la collaboration avec les communautés locales de personnes handicapées, les organismes de gestion des urgences et les organisations sur réglementation fédérale afin de mieux comprendre les capacités et les besoins variés, les intersectionnels des personnes handicapées en matière d'urgence climatique. Ensuite, comment les prestataires de services impliqués dans la gestion des urgences, y compris les organisations réglementées par le règlement fédéral, peuvent répondre à ces besoins grâce aux programmes et services qu'ils proposent. Donc, dans l'ensemble, nous allons prendre cette approche au cas par cas et avec les résultats, ça va former le développement de normes d'accessibilité et de gestion des cas d'urgence, mais dans l'ensemble, en fonction des valeurs qu'on a décrites, c'est vraiment vu comme un exercice d'apprentissage et le point de départ pour avoir des conversations et des connexions entre les différents niveaux de communauté et avec les gouvernements provinciaux et fédéraux, les acteurs fédéraux et provinciaux.
Et pour vous donner un petit peu, de contexte, pourquoi c'est important? C'est parce que les personnes handicapées sont exposées à des risques plus élevés lors des urgences climatiques en raison des inégalités systémiques, de l'isolement et de l'accès limité aux services essentiels. Les gens ont des besoins intersectionnels, des facteurs tels que la race, le sexe, le revenu, la situation géographique aggravent les risques, entraînant une augmentation de la mortalité et de l'exclusion. Le Canada a aussi des obligations fondées sur les droits. Le Canada est tenu en vertu des cadres internationaux, par exemple la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le cadre de Stendhal, de protéger les personnes handicapées grâce à des politiques inclusives en matière d'adaptation au changement climatique et de gestion des situations d'urgence. Donc nous avons une obligation en tant que qu'organisation, travaillant sur les droits de la personne, de satisfaire donc ces normes et donc nous avons, des normes inclusives et maintenant sur l'écran, j'ai ici, donc une capture d'écran d'employés de Développement social Canada qui s'appelle «Les industries sous la juridiction provinciale». Je ne savais pas ce que, ce que les organisations, réglementées par le gouvernement ont dépensé, donc ça nous donne un aperçu. Donc à gauche, vous avez les transports, interprovinciaux et internationaux, donc par air, par le rail, par la voie maritime, par la route et par les pipelines, aussi télécommunications et donc les émissions, les banques, les services postaux, la farine, les grains et aussi d'autres industries, diverses telles que, les mines, l et ensuite les Premières Nations et les gouvernements autogestionnaires autochtones et ensuite vous avez les parts des employés, par industrie. Donc vous avez les banques 28, divers 3. Donc voici les industries fondamentales qui, vont créer des normes pour nous, mais on sait aussi que nous ne sommes une organisation non réglementée et donc il se peut que nos recommandations, puissent être lettre morte et donc j'espère qu'on va avoir un effet qui va au-delà du gouvernement et maintenant je voudrais rendre la parole à Vicky pour discuter de notre méthodologie. Merci Jasmine. Bonjour tout le monde, je suis Vicky Cheng. Je suis, associé de recherche à SRBC et donc j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui, donc au cours dans les diapositives suivantes, des 3 diapositives qui viennent, je vais vous expliquer notre méthodologie. Merci. Donc, nos questions de recherche sont, guidées par 4 questions qui nous aident à comprendre comment les communautés peuvent mieux se préparer et réagir aux urgences, climatiques et de façon inclusive. Donc d'abord, on explore le contexte et comment l'impact des événements climatiques passés sur les communautés, évaluer les pratiques actuelles en matière de planification d'urgence. Ensuite, on engage les gens avec des handicapés pour comprendre les expériences vécues et les divers besoins des personnes handicapées en matière de planification accessible des urgences climatiques. Ensuite, nos questions visent à identifier les les normes et les politiques qui renforcent les capacités des prestataires de services à répondre aux besoins intersectionnels des personnes. Ensuite, on va savoir quelles sont les politiques qui peuvent améliorer la capacité des prestataires de services pour mieux aider les personnes handicapées pendant les urgences climatiques. Donc, pour qu'on réponde et pour qu'on réponde à ces questions, nous utilisons une approche fondée sur des cas pratiques qui combinent plusieurs méthodes de recherche. D'abord, nous faisons 3 cas pratiques, à Winnipeg, à Manitoba, ensuite en Nouvelle-Écosse et une troisième communauté, n'est pas encore déterminée. Donc, pour chaque communauté, on a commencé avec, une recherche documentaire sur l'histoire et le contexte de la communauté faisant l'objet de l'étude. Ensuite, on revient pour, pour avoir des entretiens et en ceci va nous permettre de saisir
des points de vue divers et comment la communauté travaille de concert. Et ensuite, nous tiendrons non seulement des activités en commun pour, définir des conclusions et rédiger des conclusions, dans les 2 langues officielles. Merci. Donc, notre recherche est guidée par 3 cadres. D'abord, c'est l'intersectionnalité dont on a déjà parlé. Ça nous aide à comprendre comment le handicap se rapporte au genre, à la race, à l'origine ethnique, la classe sociale et le lieu de naissance et l'influence, l'accès et l'exclusion des individus lors des urgences climatiques. Ensuite, le cadre de préparation aux situations d'urgence centré sur la capacité qui met l'accent sur l'autonomie individuelle. Et donc, c'est développé par une équipe en Australie et ça comprend les agences dans 8 domaines et qui s'attaquent par exemple au transport et à d'autres domaines. Le dernier cadre, c'est l'activité socioculturelle qui est une approche systématique pour comprendre comment les personnes, les organisations, les politiques et les ressources interagissent avec la préparation, la réponse et le rétablissement en cas d'urgence climatique. On a collaboré avec cette théorie pour explorer les collaborations nécessaires pour mener à bien cette étude. Et maintenant, je donne la question à Patrick qui va discuter de notre comité consultatif qui joue un rôle très important dans notre projet. Eh bien, merci et je vais être très rapide. Je suis un associé de recherche à SRDC et je fais partie de l'équipe sur ce projet. Et si on peut passer la diapositive suivante, et où nous avons un comité consultatif pour la durée de ce projet. Et l'objet de ce comité, c'est d'avoir un leadership et une responsabilisation et une structure sur ce projet. Le comité consultatif va donner de la contribution sur les stratégies d'engagement et d'outils de recherche et qui va aussi tenir des entretiens avec des parties prenantes. Mais on veut aussi que le comité consultatif ait des sessions de brainstorming pour faire des entretiens et conclure sur les recherches. Et on veut donc équilibrer les besoins du leadership local et on veut faire en sorte que le projet communique bien au niveau provincial et fédéral. Et donc, ça inclut 3 principes. Chaque cas pratique sera guidé par des représentants handicapés locaux et aussi, il y aura aussi des représentants en cas d'urgence. Et comme vous pouvez le voir, le comité consultatif actuel est composé de plusieurs membres. Ça comprend ça, il y a 3 organisations, Impediment Living Canada, Manitoba League for Persons and Living, Manitoba League for Persons with Disability Inclusion Winnipeg. Et aussi, ça comprend Breton Ability de second cas pratique de la Nouvelle-Écosse. Et ensuite, 3 organisations de gestion en cas d'urgence, la ville de Winnipeg, le gouvernement du Manitoba et les représentants de la Croix-Rouge canadien et 2 organisations réglementées par le gouvernement fédéral, Transport Canada et Viaral. Jasmine, je vous rends la parole. OK, merci. Donc, maintenant, on voudrait vous partager des points de vue de nos partenaires et de nos membres de notre comité consultatif. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran et je vais donner la parole à Evan. Eh bien, merci Jasmine. Vous pouvez tous m'entendre? OK. Donc, bonjour tout le monde, je suis Evan Merklin, je suis le chercheur principal à Eviance. Donc, d'abord, peut-être je vais vous parler un petit peu d'Eviance et pourquoi on est partenaire dans ce projet. Bon, d'abord, Eviance est une OPD, une organisation de personnes handicapées au niveau national et nous servons comme un facilitateur de connaissances dans le domaine handicapé et partageant les recherches au niveau local et national pour encourager le changement au niveau local. Et donc, on veut réaliser une société équitable
et accessible, qui est durable pour tout le monde. Et Viance utilise l'intersectionnalité et la réflexivité dans notre travail pour créer des solutions, pour faire progresser les droits de la personne et l'équité dans les prises de décision. Et nous travaillons sur beaucoup de projets sur la diversité, sur le handicap. On est un partenaire de ce projet intéressant qui est géré par SADC, dont aussi la Croix-Rouge fait partie. Et donc, on travaille sur l'intersection entre le changement climatique et le handicap en tant qu'organisation. On s'intègre très bien dans ce projet de résilience climatique. Donc, et on s'intègre très bien dans ce projet. Et je vais parler de plusieurs, expliquer pourquoi ce climat est si important et vous expliquer certains des projets sur lesquels nous avons travaillé. On a un projet qui va de 2024 à 2027 qui s'appelle The Canadian Disability Climate Network and Strategy, la stratégie du changement climatique et stratégie qui est parrainée par Emploi et Développement social Canada et aussi par une organisation des Nations Unies. En bref, ce projet veut localiser donc les communautés et à encourager le leadership et défendre les droits des personnes handicapées dans les changements climatiques et créer des partenariats. Et ça s'aligne très, très bien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Une grande partie de notre travail cherche à viser à partager des ressources sur le sujet du handicap et du changement climatique. Donc, en ce qui concerne nos activités, sur d'autres projets, qui est très associé à ce que nous faisons, nous créons deux réseaux. Un qui est un réseau en ligne qui connecte les gens handicapés, qui s'intéressent au changement climatique, et un autre sur une plaque tournante de recherche qui sera auquel beaucoup d'organisations auront accès, où ils pourront partager leurs ressources et leurs ressources liées à ce sujet. Comme je l'ai dit, créer des connaissances et des ressources. On fait aussi, on fait des révisions, on examine la littérature sur le climat et toutes ces activités nous aident et bâtissent notre perspective sur ce projet de SRDTC. Donc, pourquoi le changement climatique et le handicap et pourquoi c'est important pour nous? Une raison, c'est parce qu'il semble qu'il y ait des besoins en concurrence entre, entre la différence des intérêts, le militantisme dans le handicap et le militantisme de changement climatique. Et parfois, dans notre littérature, on dit écoéquilibre, qui est quelque chose de général. Le concept vise de façon où le changement climatique parfois peut exclure les handicapés et les positions et voit les handicaps comme une conséquence du changement environnemental. Donc, par exemple, la crainte de l'environnement, ce paradigme est là depuis longtemps, qui nous positionne mais, le handicap comme un problème à régler et puis qui doit être célébré. Et donc, on travaille avec CRDC, on milite en faveur des gens qui soient handicapés à être inclus dans tous les discours sociaux et dans les protocoles. Et comme il n'y a rien qui se fait sans nous. Donc, il faut communiquer les dégâts du changement climatique, mais on pense que on peut, que la crainte du handicap risque de nous exclure de plus en plus et peut déformer le lien entre le changement climatique et le handicap. Et aussi, quand on examine la littérature, les gens handicapés, souvent, sont positionnés comme des gens vulnérables. Et c'est une question, oui, on sait que les gens handicapés sont fragilisés par le changement climatique plus que d'autres, mais quand on ne pense que les gens handicapés en termes de vulnérabilité, on efface le travail remarquable qui a déjà été fait dans les communautés de handicapés et ça perpétue cette idée d'équilibrisme. Et donc, il faut souligner la vulnérabilité des personnes handicapées, mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tous les gens handicapés jouent un rôle très important dans le mouvement du changement climatique. Ils ont une expertise et des connaissances à contribuer à ce travail. Et donc, on veut vraiment souligner ceci dans ce projet. Et on fait ça de plusieurs façons. Et, et je vais être rapide, mais il y a certaines recommandations que l'on dit de ce projet et d'autres projets. C'est que ce rapport directement à ce concept d'ensemble du handicap et du changement climatique. Donc, bon, on recommande un engagement constant avec les OPD dans tous les aspects de la préparation d'urgence, la recherche,
les politiques et donc créer des espaces et des opportunités pour les gens handicapés à travailler dans tous les aspects de la gestion des urgences, telles que l'adaptation, les réponses, les secours en cas d'accident climatique. Aussi, on veut que toutes les ressources et communications soient accessibles à plusieurs communautés de handicapés. Ce n'est pas une approche universelle, mais faire en sorte que les documents sont adaptés aux différentes clientèles, clientèles. Donc, ça inclut des abris pour les personnes handicapées. Les systèmes de communication soient assez souples pour satisfaire les besoins divers, mais aussi utiliser la technologie si elle est disponible. Aussi, on, on, on veut une collaboration multi-niveau, multi-échelon, parce que et donc on va partager les modèles de handicapés, la collaboration entre le gouvernement et les organismes locaux et les organisations communautaires peuvent mener à des programmes plus efficaces et à la prestation de services plus efficaces. Et donc l'engagement avec des organisations locaux donne une crédibilité à nos programmes et projets et nous donne plus d'occasions et, et ça permet de désenclaver notre communauté. Et aussi, on pense qu'il doit y avoir, qu'il faut redéfinir les soins et l'interdépendance dans l'espace climatique. Donc, par exemple, remettre en cause les modèles de soins et aussi une plus grande collaboration, une relation accrue entre les communautés. Et donc, on va avoir une approche plus inclusive et plus accessible à la réaction au changement climatique. Très bien. Donc, voici les choses sur lesquelles nous travaillons collectivement. Mais cette idée de collaboration et d'interdépendance et faire partager les OPD, et ce sont tous des thèmes qui ont émergé au cours des dernières années et qui continuent à nous occuper. Bon, je m'arrête maintenant et je rends la parole à Jasmine. Eh bien, merci, Evelyne, pour avoir présenté Eviance et le travail que vous faites. Je voudrais maintenant donner la parole à Elina et aussi qui représente donc la Croix-Rouge canadienne. Bonjour tout le monde, je suis Elina Koinsekina, je suis euh, avec le programme de gestion d'urgence de la Croix-Rouge. On est honoré de faire partie de cette initiative pour mieux comprendre comment les personnes handicapées sont touchées par les événements climatiques. La Croix-Rouge aide beaucoup de personnes au Canada tous les ans pendant les événements d'urgence. On aide les personnes à satisfaire leurs besoins fondamentaux et à bâtir leur résilience pour faire face aux accidents climatiques. Ceci comprend les personnes avec des besoins complexes et l'inclusion est très importante à notre travail et aussi à notre identité dans notre société. Et donc, je voudrais vous présenter mon collègue Alison Everidge, qui habite à Winnipeg et qui a une très grande expérience à aider les gens handicapés dans les accidents climatiques. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Alina, et merci à tout le monde pour m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très honoré de faire partie de ce groupe. Donc, oui, comme Alina l'a dit, j'habite à Winnipeg, au Manitoba, qui est régi par le traité numéro 1. Et je suis ici depuis 20 ans maintenant et j'ai travaillé avec la Croix-Rouge canadienne, en particulier dans les services d'aide dans les cas d'urgence au Manitoba et dans plusieurs communautés depuis 11 ans maintenant. Cet été, vous sauriez que si vous habitez à Winnipeg ou dans la région, eh ben, on a eu un été difficile dans cette province en raison des incendies de forêt. Et ça a touché, que ce soit donc les incendies eux-mêmes ou la fumée des incendies, ça a commencé très tôt cet été, au mois de mai. Donc à l'issue de la saison des inondations, et donc les, au mois de mai, mais comme je l'ai dit,
cet été a été un petit peu différent. On est passé brusquement des inondations au feu de forêt et donc on a beaucoup secouru les gens. On a commencé à secourir les gens le 24 mai et vraiment l'aide s'est échelonnée jusqu'au mois de septembre. Et donc ça a été une saison de lutte contre les incendies de forêt très très longue et pour nous en particulier. Et comme Elina l'a dit, nous faisons beaucoup de travail avec beaucoup de communautés qui sont touchées par ce type d'événement. Et vous savez, les gens qui sont touchés le plus sont ceux qui sont vulnérables pour des tas de raisons. Donc la vulnérabilité peut être aggravée en cas de crise ou en cas d'urgence, comme on le sait. Et les vulnérabilités peuvent peuvent couvrir un grand éventail de choses. À un moment donné, ça peut bien sûr être une santé fragile, en particulier si vous inhalez des fumées de feux de forêt et que vous avez des problèmes pulmonaires. Ça peut aussi être une grossesse ou bien des nourrissons ou bien des personnes handicapées. Ça peut être des personnes sans abri. Et donc, il y a tout un éventail de facteurs qui peuvent vous rendre plus vulnérable en cas d'urgence. Et, et donc, en Croix-Rouge, on essaye de travailler de la meilleure façon possible pour qu'on réponde aux besoins de tout le monde qui vient nous voir pour se faire aider et pour qu'on réponde à leurs besoins en cas de sinistre et qu'on puisse identifier leurs besoins et que nous puissions ajuster ou adapter les services ou bien les aiguiller vers d'autres organisations pour faire en sorte que les besoins de cette personne déterminée soient satisfaits. Donc, je vais développer certains points. Donc, pour nous, à la Croix-Rouge canadienne au Manitoba, nous aidons à l'évacuation des personnes touchées et aussi on aide les gens dans les abris. Donc, les transports peuvent être assez complexes, en particulier dans les incendies de forêt, qui peuvent peut-être endommager les routes ou bien compromettre l'accès par avion. Et donc, on cherche à voir comment on peut assurer ce genre de service d'une façon qui soit aussi rapide et responsable que possible pour qu'on puisse faire sortir les gens rapidement des zones dangereuses. Mais évidemment, on veut s'assurer que ces différents services réagissent à un certain nombre de besoins que vous avez, si vous avez, par exemple, des handicaps, que ce soit un handicap physique, si vous êtes en chose roulante, ou bien si vous faut un ambulateur, ou si vous avez une canne, parce qu'il y a évidemment différentes, différents types de transports dont on aura besoin dans l'évacuation, mais aussi à l'accueil, dans la communauté d'accueil. Beaucoup de personnes, je pense que vous savez beaucoup que les transports, en particulier pour les chaises roulantes, n'est pas aussi courant qu'on le souhaiterait. On n'a pas autant de véhicules pour les chaises roulantes qu'on le voudrait. Donc, il faut comprendre qui vient de la communauté, quels sont les besoins y a-t-il dans la communauté d'accueil et assurer que ce soit disponible pour que ces personnes dans le besoin n'aient pas besoin d'attendre pour l'aide. Et donc, ils savent qu'il y a beaucoup de soins et qu'on veille à la sécurité et à la santé et aux besoins de tout le monde et qu'on soit prêt à assurer les services. Aussi, il faut noter que nous avons des équipes spécialisées dans l'organisation. Donc, nous avons une équipe de navigateurs de santé. Ce sont des personnes qui ont des connaissances médicales, qui travaillent avec les différents côtés de la santé. Je me demande si
on pourrait voir comment faire des connexions pour les gens, comment les aider s'ils sont dans un milieu de soins de santé différent, en particulier quand on voit les gens qui viennent d'une communauté, très au nord ou une communauté lointaine où les centres de service sont tous dans un seul endroit et il vient à Winnipeg qui est une ville évidemment beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de types de séances de soins de santé. Est-ce que je vais à 911? Est-ce que je vais dans les centres d'urgence? Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas habitués à toute cette panoplie de soins qu'on a dans les grandes villes. Et donc, il faut s'assurer que les gens aillent au bon endroit. On ne veut pas que les gens soient immobilisés dans un long processus pour bénéficier des soins dont ils ont besoin. Et donc, on travaille avec nos partenaires pour faire les connexions pour ces gens. Nous avons des équipes de bien-être et de sécurité. Ce sont des équipes de santé mentale et d'aide psychosociale. Et donc, ce sont des équipes avec des bénévoles qui sont sur le terrain, qui sont à nos centres d'accueil, qui sont à l'aéroport, qui sont dans les abris, où que soient nos équipes. Ils sont là pour travailler avec des gens qui travaillent des difficultés quand ils sont évacués, avoir ces conversations avec ces personnes, s'asseoir, euh, donner de l'eau aux gens, ou bien un casse-croûte aux gens, et de leur parler, de les laisser parler, et donc faire ces connexions pour ces gens à d'autres organisations. Et enfin, je veux aussi féliciter notre équipe, les spécialistes de l'aide aux communautés des autochtones. Ce sont des équipes qui sont déployées et encore qui travaillent sur le terrain. Et donc, ils sont toujours sur le terrain. Ils sont là pour aider nos équipes, pour faire en sorte qu'on assure des services de façon qui sont culturellement adaptés. Et donc, pour faire en sorte que nos équipes travaillent de bonne façon, mais faire ces connexions avec les membres de la communauté, avec les leaders des collectivités, ou avec quiconque veut avoir ces conversations. Et donc, tout ceci pour souligner que nous avons beaucoup de capacités internes que nous utilisons dans ces plans d'évacuation complexes, mais aussi pour souligner l'importance du partenariat. Donc, nous travaillons à l'année longue pour identifier différents organismes avec lesquels on peut s'allier pour qu'on puisse réagir aussi rapidement que possible dès qu'on entend parler d'un sinistre, ou bien les gens qui nous appellent, ou bien ils rencontrent des gens à l'aéroport. Nos équipes, donc, quelle que soit cette capacité en tant qu'organisation, donc, il est important pour nous, au pays, de faire ces connexions à la fois dans les opérations et à l'extérieur des opérations pour s'assurer qu'on soit bien intégré pour que si nous, en tant que Croix-Rouge canadienne, nous n'assurons pas un travail dont on a besoin quelque part, on peut trouver un organisme qui est spécialisé dans ce domaine et on peut amplifier la voix de ces organisations et montrer le travail remarquable qu'ils font et les faire intervenir dans nos opérations pour qu'ils puissent travailler dans leur domaine de spécialisation. Et je crois que ce sont les points principaux que je voulais développer, mais encore essayer de souligner que, voyons, que ces réactions, ces réponses sont difficiles pour les personnes et que ça devient plus fréquent en raison du changement climatique dont nous sommes témoins et la fréquence des sinistres. Et donc, nos équipes, vous avez du personnel que vous voyez sur le terrain, mais c'est surtout des bénévoles que vous voyez sur le terrain qui essayent d'aider les gens dans des situations difficiles et faire en sorte que les gens sachent qu'on est là et que nous voulons réagir aux différents besoins que les gens peuvent avoir pour faire en sorte que ces gens soient à l'aise, en toute sécurité, et qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour, pour, pour vivre comme il le faut pendant les procédures d'évacuation. Donc, voilà en ce qui me concerne. Merci. Fantastique, merci beaucoup.
pour partager les détails de ce que vous faites et je suis heureuse de vous avoir entendu. Maintenant, nous allons passer aux prochaines étapes. Mais avant de faire ceci, on a invité un représentant de Viarel, Carl Magwell de Viarel, qui va nous parler, c'est l'expert de l'accessibilité. Elle n'a pas pu nous rejoindre, mais elle a partagé quelques mots que je peux vous dire au nom de Viarel. Et donc, comme vous le savez, Viarel est l'organisation de chemin de fer qui sont réglementés par le gouvernement fédéral et qui sont représentés sur notre comité consultatif. Il voulait souligner qu'ils travaillent de façon élargie pour faire en sorte que leur personnel soit formé aux questions de handicap et formé aux besoins des personnes handicapées. Et ça comprend aussi une formation sur comment réagir dans les cas d'urgence, y compris dans les évacuations. Et donc, la formation, c'est quelque chose qui est une chose cardinale dont on va parler beaucoup au cours de notre projet. Et elle dit aussi que au cours des dernières années, Viarel a passé en revue les services qu'il propose aux personnes handicapées en cas d'évacuation, parce que ce type d'événements qui sont causés ou aggravés par le changement climatique les a forcés à explorer de nouveaux partenariats. Donc, ils veulent vraiment réagir aux incendies de forêt, à la fumée des incendies de forêt, aux événements climatiques extrêmes et ils veulent continuer à travailler avec leurs partenaires communautaires pour anticiper les besoins, pour mieux servir les personnes handicapées dans les cas d'urgence. Donc, je voulais simplement ajouter ceci. Nous avons donc une présentation des organisations qui sont réglementées par le gouvernement fédéral. Et maintenant, au cours de nos dernières minutes, avant la foire aux questions, je voudrais partager mon écran une dernière fois pour vous parler des étapes suivantes. Donc, l'étape suivante du projet, comme je l'ai dit, on a commencé au mois d'avril de cette année et je suis heureuse que, comme il a été dit, la situation au Manitoba, parce que Winnipeg au Manitoba a été choisi comme notre premier cas pratique pour le projet qu'on a décidé en raison de la situation avec les incendies de forêt et les évacuations. Vous savez que tout le monde allait être très occupé sur le terrain à Winnipeg et donc nous avons retardé le lancement du recherche, y compris ce webinaire. On l'a retardé de 6 ou 7 mois en raison de cette situation. Et je crois que j'habite aussi à Winnipeg pour que vous le sachiez, sur le territoire couvert par le traité numéro 3. Et nous avons eu un été très occupé parce les, que Winnipeg est la seule grande ville au Manitoba. Donc, si vous êtes évacué, eh ben, vous arrivez forcément à Winnipeg. Beaucoup des personnes qui ont été touchés étaient dans les régions très éloignées du Manitoba. Et donc, ceci nécessitait un effort phénoménal dans les parmi les bénévoles et les organisations à but non lucratif sur lesquelles on travaille. Donc, voilà un exemple. Au mois d'août, nous ne voulons pas. Donc, on a retardé donc le projet parce qu'on ne voulait pas avoir ce projet pendant une urgence climatique. On a fait beaucoup de planification et de communication jusqu'à présent et maintenant, on termine donc cette phase de planification au mois de janvier 2026. Nous travaillerons en partenariat avec Eviance et d'autres organisations se trouvant à Winnipeg pour conduire notre premier cas pratique. Et ensuite, dans la phase de recueil de données, nous travaillerons avec la Nouvelle-Écosse. Et on n'a pas choisi notre troisième cas pratique. Donc, si vous avez des idées,
on sera heureux de les entendre. Nous voulons penser de la disposition, on veut veiller à la disposition régionale et aussi peut-être un certain domaine qui est affecté par différents types de climats, d'événements climatiques. Donc, si vous avez des idées sur la question, on serait heureux de les entendre. Et de janvier à mars 2026, nous allons disséminer notre recherche, mais on veut avoir d'autres événements tels que celui-ci pour partager les conclusions des cas pratiques, oui, et d'autres suggestions de la communauté où on pourra partager plus d'informations sur le projet et sur les recommandations que nous aurons à une étape ultérieure du projet. Donc, voici donc l'aperçu. Donc, comment participer? Le site web sera lancé au mois de janvier. Vous pouvez nous envoyer un courriel directement. Vous avez mon adresse courriel sur l'écran. Et je crois qu'une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir sur ce projet, c'est que je n'avais pas de plan d'urgence. Donc, si vous n'avez pas de plan d'urgence, eh ben, peut-être que vous voulez en créer un. Et si vous avez donc des ressources sur l'écran pour ce faire, qu'on partagera, et ce sera traduit, bien évidemment. Et je crois que c'est tout en termes de nos présentations. Je veux vraiment vous remercier pour avoir participé à notre webinaire aujourd'hui et merci pour, donc, on va aussi mettre cet enregistrement sur notre site web une fois que notre site web est en ligne. Mais maintenant, on a un petit peu de temps pour des questions. Si vous voulez faire des commentaires, eh ben, allez-y. Nous avons 3 questions dans la fois question, donc je vais peut-être les lire. La première question, je vais la lire. Comment est-ce que le projet fait en sorte que les expériences vécues des personnes handicapées soient au centre de notre travail au cours des 3 prochaines années? Oui, bien sûr. Je vais commencer. Donc, vraiment, la clé, c'est que notre équipe de projet comprend des personnes handicapées, donc c'est une composante. Une autre composante clé, c'est s'assurer que les partenaires avec lesquels nous travaillons sont des gens qui ont des expériences vécues. C'est des personnes diverses, handicapées et donc nous avons 4 partenaires clés, y compris Eviance, qui représentent, ou bien qui sont des militants et des chercheurs. Donc, je veux vraiment dire que c'est la clé, c'est la pièce centrale et je ne sais pas s'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Eh ben, peut-être, pour ajouter à ce que vous avez dit, on veut vraiment avoir un engagement utile avec diverses communautés de handicapés. Donc, on est au début du projet, mais par exemple, faire participer des organisations pour les personnes handicapées dans le processus de recrutement et dans le processus. Les gens handicapés se participeront d'une façon participative pour vraiment souligner qu'il y a une expertise dans ce domaine, en particulier parce que les gens handicapés, enfin, mais il y a une composante des gens handicapés qui soient souples ou qui doivent être souples dans leur vie. Dans une société qui est plutôt inaccessible, c'est une généralisation, mais si souvent les gens doivent être spontanés. Si le bus ne vient pas, s'il y a des imprévus, il y a des gens qui peuvent donc offrir dans leurs expériences. Donc on peut les mobiliser, non pas au début, mais aussi à la fin, une fois que le travail est fait. On peut donc disséminer les conclusions, c'est dans ce projet. Donc je voulais simplement ajouter ceci. C'est l'une des composantes principales du travail. Oui. Une question un peu similaire. Quelle occasion est-ce que les membres de CNOI, est-ce que les handicapés auront pour participer au-delà du webinaire d'aujourd'hui, en particulier ceux dans les communautés éloignées ou isolées? Oui, c'est une très bonne question aussi. Nous devrons communiquer avec ces communautés pour comment les engager, parce qu'on n'a pas toutes les réponses.
nous avons certainement des idées. Par exemple, de rencontrer les gens, les personnes handicapées, pas sur les réunions virtuelles, mais ça peut être dans des cas pour avoir des réunions en personne, donner des hébergements s'il le faut, ou bien des accommodations. Mais en particulier, on va faire des groupes témoins et des entrevues et peut-être d'autres formats alternatifs pour faire en sorte que nous ayons cette inclusion utile. Et Kevin, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, non, c'est parfait. Peut-être ajouter une chose. Nous avons une approche sur les cas pratiques, donc on va se porter sur ces communautés spécifiques concernant les entrevues avec des gens qui ont des expériences vécues, mais on veut aussi, dans la mesure du possible, faire en sorte qu'on partage les conclusions de la recherche. Et donc, on va informer tout le monde, les gens qui veulent en savoir davantage sur les conclusions de la recherche, au fur et à mesure que le projet progresse. Et donc, on voudrait vous tenir au courant des conclusions de la recherche. Oui, certainement. Ensuite, une autre question qui est peut-être pour Eviance ou la Croix-Rouge. Quelles sont les lacunes ont été observées dans la planification qui touchent les handicapés de façon disproportionnée, en particulier dans l'événement climatique? Donc, je peux commencer. C'est une question exacte à laquelle on veut répondre dans cette recherche. Donc, je ne veux pas dire qu'on a réponse à tout parce que c'est une question sur laquelle on veut travailler dans cette recherche. Donc, c'est une très, très bonne question qui sera au centre de notre recherche, mais peut-être si la Croix-Rouge voudrait répondre à cette question, ou Evan ou quelqu'un d'autre. Non, parce que ça veut dire que c'est que dans notre service à la Croix-Rouge, on se porte sur les réactions en cas d'urgence. Une fois que les gens sont évacués, quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et je crois que Evian, ça a fait un très très bon travail pour couvrir certaines de ces choses qu'on a observées et ce qu'on fait pour répondre à ces besoins. Vous savez, et ça peut être c'est intéressant dans ce projet. On a des partenaires gouvernementaux qui font partie du comité consultatif. Et quand on parle de planification à grande échelle, eh bien, ça tombe dans la compétence gouvernementale et on va pouvoir gagner beaucoup de bonne expérience grâce à leur participation à ce projet. Donc, est-ce qu'on peut vous rendre la parole et je vous répondrai dans 2 ans et demi si vous le voulez bien. Peut-être je veux ajouter rapidement que dans la littérature et dans la recherche qu'on a faite, on a constaté certaines lacunes qui touchent de façon disproportionnée les handicapés, non seulement dans les cas d'urgence, mais aussi parfois dans la préparation en cas d'urgence. Par exemple, les sinistres climatiques, on voit ça comme un événement unique et on a donc, alors qu'on a un cycle, une conception cyclique de ce qu'est un événement climatique, c'est répétitif et on sait que ça s'aggrave et donc ça change et les besoins des personnes handicapées changent aussi. Parfois c'est imprévisible, mais ça doit être, il faut s'assurer que pendant la phase de rétablissement et que les gens doivent déménager ou il faut que les gens aient accès à de la nourriture, peut-être qu'il y a des besoins diététiques qu'il faut répondre et qui ne sont peut-être pas faciles à assurer dans les cas d'urgence. Et donc, et donc, parfois, quand on parle de la planification, bon, c'est une généralisation, on essaie de faire de notre mieux pour faire de notre mieux, justement. Mais quand il y a ces petites choses, ces petits détails individuels, et bien souvent, on les oublie dans la planification, dans les cas d'urgence. OK, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Vous pouvez mettre votre question dans la boîte de clavardage. OK, très bien. Eh ben, il nous reste encore quelques minutes et si quelqu'un est-ce que vous pouvez lever la main? Vous pouvez le mettre ça dans la foire aux questions. Eh ben, peut-être que c'est tout pour aujourd'hui. Le mot de la fin de nos panélistes? Très bien. Eh ben, je voulais remercier tout le monde pour avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Ce n'est que le point de départ. Donc, on communiquera avec vous en janvier. Nous allons donc inviter des gens à participer. On va commencer à Winnipeg, mais nous cherchons évidemment des informations d'autres organisations. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et je veux aussi dire que nous allons partager aussi les diapositives traduites et on vous enverra un lien vers l'enregistrement pour que vous puissiez écouter à l'enregistrement et vous puissiez aussi le partager, qui aura toutes les mêmes fonctions d'accessibilité. Donc, merci à tout le monde pour avoir participé aujourd'hui et j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous êtes aussi intéressés que nous le sommes par ce projet. Merci et au revoir.